Bonjour à toi, bonjour cher ami et bienvenue à cette nouvelle session de formation sur les finances personnelles. Dans ce module 3, nous traiterons de l'épargne. Avant de commencer, je tenais à te féliciter. Oui, je tiens à te féliciter car tu viens d'accomplir un grand pas vers le bonheur. Tu sais, beaucoup de gens ne prennent pas le temps souvent de regarder l'ensemble de leurs finances. Alors que lorsque vous prenez du temps pour le réaliser, n'est-ce pas, pour réaliser, cela provoque un soulagement, un étonnement, un accomplissement, bref, une gamme d'émotions. Tu ne me crois pas? Alors je t'invite à écouter ce que dit le papier publié par les universités de Princeton et l'Université de Chicago en 2014. Ils disent globalement que 40% des Américains se prétendent incapables de trouver 2000 $ s'ils en ont besoin. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est absolument terrifiant. Quelques années plus tard, j'ai noté un article de la tribune.fr nous montrer encore ce comportement très égal des Américains, en cela que plus d'un tiers d'entre eux n'ont rien mis de côté. Mieux que ça, on voit que 7 Américains sur 10 ont moins de 1000 $ d'épargne dans le compte bancaire. Alors, il faut savoir ici que l'épargne est moteur, a un rôle moteur dans la société. L'épargne est un amortisseur essentiel aussi dans le chemin de la stabilité financière. Cela demande quelques efforts pour briser la consommation routinière dans laquelle tu as pu t'installer si jamais tu estimes que tu dans une situation similaire à celle des Américains. Si tu as un comportement très égal, il faudrait aujourd'hui que tu te remobilises, que tu te donnes des éléments, que tu te t'actives, que tu te motives pour prendre à bras le corps cette question. Et aussi que tu essaies de retrouver une capacité d'épargne qui te permettra de réaliser tes projets de dépenses et tes projets d'investissement. Qu'est-ce que je veux te véhiculer comme message dans ce module? Trois points essentiellement. Le premier, c'est l'épargne et son utilité. Le deuxième point, c'est te donner des stratégies qui te permettent d'épargner. Et le troisième point, c'est te donner vraiment des outils qui te permettent d'épargner davantage si aujourd'hui tu as déjà une épargne. Alors, reste concentré. Nous allons de plein fouet rentrer dans le vif du sujet. L'épargne. C'est quoi l'épargne? L'épargne est la part du revenu qui n'est pas affectée à la consommation. L'épargne résulte simplement du renoncement à la consommation, d'une volonté à vouloir réaliser ses projets futurs. C'est un sujet qui est beaucoup abordé par les économistes. C'est pour ça que je te propose de faire un rapide plein fouet pour voir ce que pensent les économistes. D'abord, les économistes classiques dont le père fondateur est considéré comme étant Adam Smith. Que dit Adam Smith? Que dit les classiques? Ils considèrent que l'épargne, c'est le renoncement au bien-être imminent parce qu'elle encourage ou va encourager la croissance à long terme et également améliorer la productivité du travail. Les auteurs néoclassiques pensent plutôt que avec une approche de marché dans lequel tu retrouves à la fois des offreurs de capital, qui est ici l'épargne, était également la demande de capitaux, qui est ici l'investissement. Nous en reviendrons. Mais cela dit, il considère que les individus simplement vont arbitrer de manière continue entre la consommation et le taux d'intérêt réel. C'est ici l'innovation, le taux d'intérêt réel. Si globalement le taux d'intérêt est haut, alors les épargnants ou les individus ou les citoyens auront tendance à plus épargner. Par la suite, on a eu d'autres penseurs. On a eu par exemple Keynes qui est l'auteur du livre qui s'appelle La théorie générale. Il explique globalement que l'épargne est déterminée
en fonction du revenu et non des taux d'intérêt. Alors lui, il est carrément en porte-à-faux avec l'analyse néoclassique. Pour lui, plus le revenu est important, plus nous sommes enclins à épargner. Derrière cette proportionnalité, il faut savoir que se cache ce qu'il a appelé, lui, la PMC ou la propension moyenne à consommer. La propension à consommer simplement parce qu'on a la propension moyenne à consommer, on a la propension marginale à consommer. Le taux d'intérêt pour lui, c'est donc à orienter, c'est une sorte d'orientation de l'épargne entre la détention de la liquidité. Est-ce que vous préférez détenir par devers vous des liquidités, des billets, ou simplement vous préférez les placer? Il faut comprendre que derrière toute cette analyse qu'a développée Keynes, il dit qu'il y a trois motifs qui habitent en réalité l'individu. On a le motif de précaution, on a le motif de transaction, on a le motif de spéculation. Après la pensée keynésienne, on a eu une autre dominante, la pensée monétariste, qui est représentée par Milton Friedman, et ils vont surtout développer la notion du revenu permanent. Pour eux, la décision d'épargner est guidée tout simplement par les anticipations que les consommateurs ont de leurs revenus et non pas d'un hypothétique revenu actuel. Deux implications majeures lorsqu'on a lorsqu'on perçoit ce que disent les monétaristes ou plutôt Milton Friedman. On a une tendance de lissage de la consommation, premièrement, et on a le fait que les ménages vont épargner si les revenus actuels sont simplement supérieurs aux revenus permanents. Après avoir brossé cette pensée ou ces analyses des différentes écoles de pensée, je veux savoir, toi, tu es plutôt keynésien, tu es plutôt classique, monétariste ou plutôt néoclassique? Quoi qu'il en soit, je vais maintenant te présenter quelles sont les raisons, pourquoi, quelle est l'utilité de pouvoir épargner.